je suis une machine. Aujourd'hui, je suis encore une machine qui n'est pas encore, qui n'est plus à mon prime, mais je suis une machine. Demain, on me met Francis Ngannou, sans respect, je boxe Francis Ngannou. Les gens sont hypocrites parce qu'ils veulent tous créer des carrières avec des combats minables. Donc, se prendre des tomates et combattre des tomates et puis après dire oui, t'as vu, moi j'ai combien de combats? J'en ai 100 contre qui? Ouais, je les ai tous défoncés, je suis le meilleur, ouais, personne ne peut tester. Et ceci, cela, ouais, je t'éteins, c'est quoi ça, je t'éteins? Je dis ta race, ouais, ou ferme ta gueule, toi, voilà. Et puis aujourd'hui, ils s'autoproclament champion de ceci, champion de cela, alors qu'en fin de compte, pour moi, c'est comme si tu gagnais des ceintures Kinder Bueno. Tu vois, Kinder Country ou Kinder Surprise, voilà, donc c'est de la merde. Suite au film suite au western. Voilà, donc les films de cow-boy, voilà. Ça, c'était ma première motivation. Voilà. Après, la seconde motivation, c'était les risques avec les camarades lorsqu'on se chamaillait. Voilà. C'est-à-dire de voir ces films, ces westerns où les gens se bastonnaient dans les saloons, tombaient sur les tables, se roulaient par terre. C'est ça. C'est ce qui a inspiré, de faire les MMA. Ah ouais. Intéressant. Ouais, ça peut paraître marrant, mais c'est la vérité. Ah ouais. Donc tu as commencé le MMA il y a plus d'une vingtaine d'années. Du moins, à l'entraînement, par l'entraînement, ouais. Voilà. Ouais. Après pour le reste, je dirais que le MMA était une succession d'entraînements variés de différentes disciplines. Bah, l'évolution du MMA aujourd'hui est magnifique parce qu'elle est complète. En fin de compte, c'est qu'aujourd'hui on est arrivé à une genèse où effectivement les gens sont plus complets. Il y a une facilité d'entraînement. Aussi bien par les tutos de YouTube ou la technicité et pédagogie de différents entraîneurs qui peuvent aujourd'hui apporter un travail différent parce qu'effectivement les gens ont travaillé leur particularité spécialement sur le game du sol qui est basé principalement sur le jiu-jitsu, donc pour la France, hein, parce que aujourd'hui, maintenant, tu as une nouvelle gamme, une nouvelle ère qui arrive de par les Daguestanais, donc de par le Caucase, d'où ces gens-là viennent avec les luttes libres, lutte gréco et avec des mix. Donc là maintenant, aujourd'hui, on a une nouvelle ère de combattants. Donc du coup, les gens essaient de s'assimiler gens du Caucase, or qu'ils ne sont pas. Or qu'avant ça, c'était l'esprit brésilien. Après, il y a eu l'esprit russe. Il y a eu l'esprit japonais et il y a eu aussi de l'esprit et surtout une grande hégémonie du style américain, basé sur la lutte libre et ses finitions. Et là maintenant c'est l'ère du Caucase. Donc après, concernant justement cette amélioration et cette émancipation, c'est vrai que non, c'est un plus. Après maintenant, je pense que le problème en France, c'est qu'il y a énormément de disparité dans l'essence du MMA français. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du MMA pour devenir, alors qu'en fin de compte, ils ne sont même pas dans l'être. Voilà. Ben, il faut juste leur reprendre faut qu'ils puissent reprendre leur base et puis il faut juste tout reprendre parce que en fin de compte ils pensent que voilà, pour être simple, ils n'ont rien accompli, ils n'ont rien fait, mais aujourd'hui le fait de parler via les réseaux leur prodigue une expérience de folie, alors qu'en fin de compte ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont pas eu l'occasion de se confronter avec l'élite ou ne serait-ce que l'élite en elle-même des amateurs. Surtout que l'amateur est fait pour prendre de l'expérience au final. L'amateur effectivement est là pour prendre de l'expérience. Après, je dirais que parmi les amateurs, tu as des gens qui ont effectivement et peut-être gagné beaucoup d'expérience dans le combat de rue. Parce que dans les risques malheureusement et puis dans les confrontations, je dirais extra, il y a quand même cette qualité de lire son adversaire.
de jauger son adversaire, de pouvoir anticiper et surtout de canaliser son adrénaline. Après, effectivement, quand je dis qu'elle a canalisé, c'est un tout autre sentiment, mais parce qu'effectivement, c'est là, c'est dans l'instinct, c'est dans le moment, c'est pas quelque chose qui va être préparé. Donc du coup, il y a un temps et une réaction, voilà. Mais de par ce type d'échange, on se dit déjà, bon voilà, je vais me battre avec contre un type dans la rue alpha, il faut que je le défonce, faut pas que je me fasse prendre par ceci, cela. Et puis, et surtout à savoir que, bien sûr, bon, la rue, il n'y a pas de règle. Donc, on peut finir le combat avec une poubelle dans la tête, une bouteille, un tesson de bouteille et un couteau et j'en passe. Mais pour ce qui est de l'amateurisme, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ils se font juste encenser, et quand après ils découvrent de la réalité, c'est tout autre chose. En plus, ce qui est marrant, c'est que les gens essaient de les préparer comme s'ils allaient y passer un examen avec des combats amateurs, que techniquement c'est de la grosse merde. Parce que les gars ils peuvent même passer professionnel, mais même en professionnel ce sera de la merde. Voilà, le combat amateur, l'amateurisme ne va pas définir s'ils sont valables sur le professionnel, qu'ils fassent 10 combats, 20 combats, 30 combats, 50 combats. Il y en a qui font toujours des combats, même en professionnel, et ils perdent toujours leurs combats. Donc c'est pour te dire. Comme on dit, des fois on cherche des victimes pour pour servir à des gens qui ont besoin de construire leur carrière. En plus, le problème, c'est que dans cette phase, c'est que les gens sont hypocrites parce qu'ils veulent tous créer des carrières avec des combats minables. Donc se prendre des tomates et combattre des tomates et puis après dire oui, t'as vu, moi j'ai combien de combats? J'en ai 100 contre qui? Ouais, je les ai tous défoncés, je suis le meilleur, ouais, personne ne peut tester. Et ceci, cela, ouais, je t'éteins, c'est quoi ça, je t'éteins? Je dis ta race, ouais, ou ferme ta gueule, toi, voilà. C'est ça, puis ils sont là à parler, à vociférer, à se clasher pour des conneries, comme des. C'est même pas des coqs, c'est comme des. Malheureusement, comme des filles. Ça se crêpe le chignon. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Après on va dire oui, c'est pour créer l'intérêt, l'audimat, l'envie et le suivi. Mais il y a l'art et la manière. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut constater, pas souvent, parce que justement pour moi ce qui fait la force du MMA, c'est qu'il y a encore même au niveau amateur des combats qui sont très équilibrés où il est difficile de donner un vainqueur avant le début du combat. Donc ça pour moi c'est le plus de ce sport de combat. Bah, je pense que c'est la base, c'est de donner les chances aux gens de s'exprimer selon leurs valeurs et surtout de pouvoir passer le step, donc c'est le passage de niveau. Voilà. Mais le problème c'est qu'on laisse encore ce droit de réponse à beaucoup de personnes. Et c'est ce qui est dommage, parce qu'en fin de compte, c'est aussi une certaine manière de dégoûter certains, parce que finalement ils se rendent compte qu'ils ne sont pas là pour ça, et puis c'était carrément un mensonge, et puis quand ils voient véritablement les enjeux qui sont présentés, ben c'est merde. Ça change tout. Voilà. C'était un combat très intéressant, je ne connaissais pas l'adversaire. C'est vrai que j'ai jamais pris le temps de visionner les vidéos des gens que je rencontrais. Donc du coup, j'ai laissé toujours le choix à mes hommes de coin, à mon équipe, pour qu'ils puissent adapter la stratégie adéquate pour le combat. Et malheureusement, donc j'ai pris ce combat-là sous, je dirais pas la pression, mais sous l'insistance de ma team, disant comme quoi, voilà, écoute, c'est ce combat-là, si tu gagnes ce combat-là, tu as une ceinture, on te met la ceinture, donc en plus, bon, il est largement à ta portée. Mais le problème, c'est que je venais juste de finir le combat contre Ardonk, voilà, donc c'est un Hollandais, et si je ne me trompe pas, et en fin de compte, je m'étais déchiré le ligament. Et oui, on peut faire le combat, mais le problème, c'est que j'ai genou en vrac, donc du coup, si le gars il se met à plonger dans les jambes, dans les guibolles et ceci, cela, ça risque d'être compliqué. Et puis bon, c'était toujours bon, non, t'inquiète pas, bon écoute, on va voir les entraînements, là on va te chercher un lutteur, donc ils m'ont ramené un lutteur de première medal, c'était le champion c'était c'était champion de lutte libre aux États-Unis, donc gros morceau, un amour, donc il était là, donc il était disponible, donc on l'a ramené donc en Angleterre, j'ai tourné avec lui, donc il a fait ma préparation, mais c'était une préparation de 2 semaines, parce qu'effectivement c'était un combat de dernière minute, et bon, vu
vu les échanges et comme toute chose, les simulations, quand je dis les simulations, les sparring, tout ce qui allait avec, je m'en sentais très, très bien. Il me dit écoute, ça va le faire, tu vas être bien. Et puis bon. Je dis quoi qu'il en soit, ce ne sera pas la première et la dernière fois que je boxe blessé, donc lui ou un autre sera pareil. Allez. Donc on a pris. Voilà, on a pris et puis s'en est suivi le combat. Donc pas d'appui sur les frappes, donc manque d'appui, impossible de véritablement verrouiller, sans vouloir chercher d'excuses parce qu'en fin de compte le combat c'est le combat et puis surtout on signe un contrat. Donc après je suis pas là pour pleurnicher sur ce qui a été fait, mais ce sont les incidents de parcours. Mon regret de ma carrière, je dirais oui, c'est la perte de mon frère aîné. Je pense que s'il avait été présent, les choses auraient été tout autres. Mais voilà, après, c'est le destin, c'est la vie. Le divin décide des choses de la sorte, donc on se doit de s'y coller et d'avancer sur ce choix de carrière, sur le chemin qui nous est accordé. Voilà. Bah donc en termes de stratégie, les choix que tu as fait d'adversaire, tout ça, tu ne les regrettes pas? Si tu as à refaire, tu refais? Non, je ne peux pas refaire parce que finalement c'est éviter quoi? C'est le truc c'est que j'ai, quel que soit le système, j'ai fait l'UFC top 10, top 5. Je ne peux pas me plaindre. Donc après, si je dois en éviter un, c'est pour rebondir sur un autre. Donc, puis même derrière ça, en essayant d'éviter des gens que je ne voulais pas, ce serait peut-être retomber de la même manière. Donc voilà. Donc non, il n'y a rien à dire. Ben, les débouchés, je sais pas, c'est parce que j'ai rien touché comme débouché. Hein, j'ai pas. Il y a ce que tu as reçu et la... Oui, mais la reconnaissance, on s'en tape de la reconnaissance. Attends, j'ai pas fait ce combat-là pour être reconnu dans la rue. C'est voilà. Mais monstrueux ce combat. oui, non, c'est vrai que c'est monstrueux, mais même pour preuve, regarde, là, je marche dans la rue, les gens me reconnaissent pas, ils savent pas qui je suis. Encore à la limite, lorsque je laisse la barbe pousser vite fait, c'est un papy ou ce que tu veux. Mais après, même là comme ça, les gens disent. Ils voient que dalle parce qu'ils ont du mal à voir chez Congo avec des lunettes et en plus de ça, bon, quand ils me voient, je sais pas, ils doivent se dire, ah, il est costaud le gars, mais lui il est un peu frais. Et puis comme je suis pas le genre de personne qui reste, qui affirme sa stature ou sa position sur différentes actions vestimentaires, enfin, j'essaie de passer, je rase les murs. Ouais, je pense voilà. Que c'est une question de génération. Voilà. Et en plus, non, mais même au-delà de ça, parce que même la génération qui mate ce combat-là, qui dit oui, c'était peut-être un combat d'antan ou nouveau, même s'ils me croisent, je suis même resté, je peux me mettre assis face à, ils vont me regarder comme ça. Les vrais savent, mais les autres, non. Ceux qui ont pris qui viennent de se faire, qui ont pris qui sont fait servir au bar d'un chèque Congo comme boisson, pas de baril. Ils boivent leur truc coup sec et ils disent pas. Ils disent le gars il est pas là, il peut pas être à proximité de nous. Mais si on montre l'extrait au grand public, une majorité va dire ça, j'ai déjà vu parce que. Oui, non, c'est vrai qu'ils le verront et ils l'ont vu. Mais si demain même à ce moment-là où ils voient le combat, je suis dans la même pièce, je peux te garantir que je rentre nickel, je ressors sans problème, sans être embêté par les gens. Parce que les gens ne vont pas se dire c'est le type en question. Tu vois. Après véritablement, tu as des gens qui vivent la passion du sport qui feront la différence, mais à tel point que même j'étais surpris, c'était en roulant au fin fond du Texas, il était tard, hein, il était vraiment tard. Et je roulais, donc je faisais Los Angeles, Texas, et là j'arrivais à domicile. Il me restait encore peut-être un bon petit 10 heures de route. Et je m'arrête dans une station-service, un truc paumé, hein, paumé. Je sors, je suis de dos. Je sors du véhicule, je suis de dos. Le mec qui me voit marcher de dos, il m'appelle. Cheikh Congo, comment ça va? C'est bien toi, Cheikh Congo? Je lui fais, c'est pas possible. Je n'ai pas fait de eye contact avec le type, j'étais juste de dos. Le gars, c'était un fan ou ce que tu veux. Bon, pourtant, c'était un père de famille, mon âge ou peut-être quelques années de plus que moi. Et ben, il savait à qui il parlait. Alors que voilà. Donc ça, il y a des gens effectivement, ou même des jeunes, quand ils te voient, c'est oh là là, monsieur, bonjour, au revoir, honoré, merci pour ces années, ou ceci, cela, oui. Mais là, je te dis, aujourd'hui, tu peux mettre le combat, effectivement, je vais me dire waouh,
Après, entre les frustrés ou ce que tu veux dire, putain, il a pas fait quelque chose d'exceptionnel, bon, peu importe. Mais les gens, je peux rentrer dans une pièce et en ressortir sans problème. Sans pour autant, sans avoir un mot, sans être pointé du doigt en disant que c'est le monsieur ou le jeune homme qu'on vient de voir à la télé. Et même lorsque Pat Barry te sonne, tu n'as jamais cessé d'y croire en fait. Comment? Bah non, bah, le problème c'est que avant le combat, durant, après, il a toujours été en dessous de moi. Donc c'est pas mon erreur, c'était dans ma confiance, c'était de le laisser de le laisser rentrer dans mon périmètre de danger. Chose qui n'était pas, sur laquelle il ne devait pas, parce que c'était quelqu'un qui était très rapide. Il m'a surpris énormément. Même Cro Cop a été surpris à plusieurs reprises. Lorsque j'ai vu ce combat-là, parce que j'étais là pour Cro Cop, j'ai dit ce gars-là, il est très très vif. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont de petite taille, généralement, avec des bras courts, même s'ils sont trapus, mais les bras sont moins lourds, du moins moins proportionnés que le corps. Il faut faire très attention, que ce soit dans les engagements de corps à corps ou en termes de percussion. Il faut faire très attention. Mais au-delà de ça, connaissant ses qualités, je savais qu'il était largement prenable. Largement prenable. Après, c'est pas de l'assurance ou une super confiance ou de l'ego. C'est vraiment, il était largement prenable. La différence, c'est que au moment où j'ai pris ce combat-là, je sortais d'une dure rééducation sur laquelle, en temps normal, j'aurais jamais dû revenir parce que j'avais été, comment on dit ça déjà, on m'avait, en fait, j'avais de grosses blessures. Et en fin de compte, de par ces blessures-là, c'était l'handicap. Donc j'aurais dû être immobilisé et n'ai jamais pu refaire du sport. Donc encore une fois, quand les gens me disent oui, ce combat-là, non, pour moi c'est le retour du phénix qui renaît de ses cendres. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'aurais dû être handicapé, j'aurais dû subir deux grosses interventions, si ce n'est 3. Sur les 3, une aurait dû m'immobiliser et m'empêcher de revenir à mon niveau ou faire du sport de la sorte. Et finalement, j'ai réussi à passer tout ça sans avoir recours à la chirurgie. Et de là, faire ce combat-là, effectivement, c'était un test, parce que je voulais savoir si effectivement mon corps pouvait soutenir cette pression et aller de l'avant. Donc du coup, j'étais pas à l'aise, mais j'ai fait de mon mieux pour faire ce qu'il fallait pour. Et puis finalement, malgré l'handicap et la problématique que j'avais, je savais que quoi qu'il arrive, j'étais au-dessus de lui. Donc il pouvait pas techniquement, il m'inquiétait pas. Parce que même sur les échanges, à un moment donné, j'entends dire que sur nos échanges, il m'a fait mal. Mais je dis non, tu m'as pas fait mal. J'avais l'habitude de frapper des poteaux, des pneus, de faire des grosses séances d'entraînement avec des sparring sur les conditionnements, que ce soit les coups. J'avais des Hollandais, j'avais des Américains, donc non, je suis une machine. Voilà, de guerre, je sais pas, mais je suis une machine. Aujourd'hui, je suis encore une machine qui n'est pas encore, qui n'est plus à mon prime, mais je suis une machine. Demain, on me met Francis Ngannou, sans respect, je boxe Francis Ngannou. L'issue du résultat se fera sur le coup. Effectivement, son prime est qu'il est très puissant. Comment ça s'appelle? On a un Cyril Gane qui l'a fait. Il n'a pas du tout smurfé. Ok, Francis l'a attrapé, il l'a envoyé en l'air. Ok. Maintenant, quand on a une stratégie bien en place, quand on est en pleine possession de ses moyens, on fait ce qu'il faut. Je pense que à l'UFC, le seul combat où j'étais véritablement à mon top, vraiment sans blessure, sans rien, et pour pas dire de bêtises, hein, ça a été contre Frank Mir. Mais la différence, c'est que Frank Mir, lui, il était chargé. Tu vois, il était chargé comme un porc. Donc effectivement, pourquoi j'ai perdu? Parce que il m'a pris dans une position où il m'a fait un étranglement. Et là, au moment où il exerçait sa pression, j'étais largement confiant, j'étais à l'aise. Et puis finalement, l'erreur, c'était que
au moment où, en temps normal, les gens finissent par fatiguer sur les étranglements, et c'est là où je me dis non, c'est bon, il est cuit. Mais non, parce que le gars l'avait déjà pris, il était déjà sous stéréo. Donc le fait de relâcher, c'est là qu'il a renvoyé une dose, et moi je suis parti au pays des merveilles, tout simplement. Voilà, donc après, voilà, on est des hommes. Voilà, je suis pas, voilà, on est des hommes. Je suis pas, j'ai jamais prétendu être un surhumain. Voilà, la perte fait partie, la défaite fait partie du quotidien, et puis c'est ce qui rend les gens meilleurs. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai pu perdre, je suis toujours revenu meilleur. De toute façon, seuls les combattants peuvent connaître la défaite. Bah oui, non, après je dirais que la défaite on l'a sous différents angles, effectivement, parce que comme je disais, le combat est un cycle de vie. Donc on peut très bien combattre, et non pas physiquement, mais mentalement, moralement, sur les deux, et bûcher comme un fou pour avoir son doctorat, sa thèse, et j'en passe, ou régler des problématiques d'ordre politique, et j'en passe. Mais c'est des combats, mais traités différemment. Mais il y a des moments de joie, donc c'est là où on gagne, où on réussit à acquérir et à joindre le bout. Ou quand il y a de la défaite, c'est lorsque l'on perd quelque chose, où on n'a pas pu obtenir ce que l'on voulait, se faire recaler, et ainsi de suite. Donc voilà. Après, effectivement, il y en a qui sont talentueux et qui avancent dans la victoire parce qu'effectivement, tout leur réussit. Mais c'est pas parce que ça, à ce niveau-là, ces choses-là leur réussit que de l'autre côté, c'est un parcours sans faute. Voilà, il y a toujours, c'est la loi Pareto. Okay. Quand il y a du 70%, 80% de réussite, il y a toujours un 20-30% de négatif, et vice versa. S'il y a du 20-30% de négatif, de négatif, le reste est positif, et voilà, et vice versa. Bref, voilà. J'ai pas raccroché les gants, il y a des propositions qui tombent à chaque fois, comme à chaque moment. Là, il y a la nouvelle ligue, voilà, JFL qui vient de se faire aux États-Unis. Donc effectivement, je viens de rentrer je rentre dans le roster. Après, là, on m'a proposé des combats, un combat, non pas des, mais donc en BK FC. Voilà, donc aussi c'est pareil. Là, donc là, la proposition est tombée. Bon, bien sûr, ça risque d'être un short notice, mais pour être sûr que les choses se passent correctement, donc on attend la proposition, du moins le retour sur notre proposition de ce qui a été fait. Et puis il y a d'autres choses au préalable qui arrivent. Bon, bien sûr, je pense que le BKFC, c'est ce qui est de plus dur, mais ça reste un combat. Après, c'est des choses que l'on gère intelligemment. Bien sûr, l'adversaire que je dois rencontrer est intéressant et gérable aussi, donc on va voir comment ça va se présenter. Voilà, donc aujourd'hui, on attend. Ça devrait tomber dans les 48 heures. On verra peut-être la surprise si le combat a été accepté ou pas, mais bon, en tout cas, voilà. On reste dans l'action. Moins qu'avant, mais on est toujours dedans. Je dirais, pour sûr, le caméraman ne sera pas là parce que je n'aime pas laisser de traces. Non pas parce que je me fasse éclater, mais non, mais juste parce que je n'aime pas avoir de retour pour qu'on vienne me perturber avec des procédures judiciaires. Après, l'avocat, non, parce que ça suit la caméra. Il n'y a pas vu, pas pris. Et puis, l'ange gardien, je ne peux pas dire que ce soit l'ange gardien, mais pour être, je dirais la personne qui me suit, qui en général essaie toujours de modérer mes actions, mais mon tempérament, parce que il sait qu'à ce niveau-là c'est explosif, et puis vu que ce n'est pas du tout du combat organisé, c'est plus du combat de rue, donc c'est beaucoup plus de crainte pour la personne à qui je risque d'avoir affaire. Voilà. Bah écoute boss, merci beaucoup en tout cas, et merci pour ton temps. Au plaisir.